premier souffle de reprise a tourné court. Aujourd'hui, l'économie française fait bel et bien face à un risque de rebasculement dans la récession. Et dans ce contexte, l'hypothèse d'une croissance zéro sur longue période fait son chemin, vous le savez bien si vous êtes un fidèle de Xerfi Canal. Mais certains refusent la fatalité de cette stagnation séculaire. Par exemple, les contributeurs de l'hebdomadaire Le 1 qui ont participé au numéro 24, et oui, déjà, intitulé « Comment redresser la France ». Bonjour Eric Fotorino. Bonjour. Alors vous êtes directeur de la publication du 1 qui, je le rappelle, traite un grand sujet d'actualité par semaine au travers du regard de grands intellectuels issus de divers domaines. Alors première interrogation par rapport à ce débat sur la stagnation séculaire, je vais être un petit peu provocateur. Est-ce que finalement on a besoin de ce redressement? On voit en France qu'il n'y a pas de mouvements sociaux, il n'y a pas de révolte. Alors pourtant, Thierry Breton le rappelle dans le numéro, il y aurait une préférence française pour les révolutions. Alors comment expliquer ce manque de révolte? Oui, vous avez raison, on a l'impression d'une sorte d'atonie comme ça, que les Français sont un peu spectateurs. Je pense qu'au fond, et alors là ce serait plus une analyse sociologique, ce serait de se dire qu'en réalité, les Français s'occupent d'eux et croient de moins en moins que l'État ou qu'une puissance supérieure, politique surtout, le premier parti de France, il ne faut quand même pas l'oublier, c'est l'abstention aujourd'hui. Donc, qu'ils ne pensent pas qu'une puissance supérieure va, comme ça, leur apporter des solutions. Ils y croient de moins en moins. Et du coup, je pense que même la manifestation, les conflits sociaux ne sont pas la bonne réponse. Du coup, il y a ce paysage un peu atone. Donc la France souffrerait d'une forme de résignation? Je dirais qu'en fait, le déclin est quelque chose d'assez relatif. C'est-à-dire qu'il y a l'idée du déclin. En France, on aime beaucoup manier cette idée du déclin. On a des grands déclinologues comme par exemple Nicolas Bavrez. Mais objectivement, on ne peut pas dire non plus que la France soit un pays en déclin. Elle a encore beaucoup d'atouts, à la fois industriels, technologiques. Peut-être n'ont-ils pas été suffisamment valorisés, mis en avant. Mais malgré tout, on ne peut pas dire qu'on soit, et on l'a vu ces dernières semaines, il n'y a pas vraiment de politique d'austérité qui fasse que... regardons chez nos voisins, italiens, espagnols, et même allemands, où on dit des choses quelquefois sur l'économie allemande qui sont à relativiser. Alors vous disiez il y a un instant que les Français avaient perdu confiance dans une espèce d'entité supérieure qui pourrait subvenir à tous leurs problèmes. Thierry Breton rappelle, toujours lui, dans votre numéro, qu'il y aurait une panne de leaders pourvus de talent et de conviction. Est-ce que finalement, cette entité supérieure qui pourrait redresser la France, elle pourrait redémarrer, elle pourrait retrouver de la superbe avec des talents pourvus de talent et de conviction? J'insiste sur le mot conviction. Oui, alors quand j'ai lu ce texte, en effet, de l'ancien ministre de l'économie et de Jacques Chirac, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il est en train de dire, voilà, il va falloir que d'autres émergent, et moi j'en connais, et moi j'en fais peut-être partie, et sûrement. Je pense qu'effectivement, ce qui manque aujourd'hui, c'est des projets incarnés par des personnalités, des personnes qui sont capables de faire la transition presque intellectuelle entre ce monde ancien qui est en train de disparaître et auquel certains s'accrochent de façon un peu obstinée, et puis ce monde nouveau qui est déjà là, mais qu'on ne veut pas voir. Et donc cette nouvelle économie qui surgit sous nos yeux de façon permanente, on lui donne un nom, mais on ne veut pas l'avoir dans sa réalité. Donc je crois que ce qui manque aujourd'hui, ce sont des individus, effectivement, qui sont capables d'incarner. Alors il y en a quelques-uns, des chefs d'entreprise, des politiques quelquefois qui sont un peu plus portés sur cette modernité, mais en effet, ce n'est pas encore suffisamment incarné. Je crois que c'est ça que ça veut dire. Est-ce que l'État est trop faible? Aujourd'hui, on voit le gouvernement qui est impopulaire, mais ce n'est pas propre à ce gouvernement, c'est un mouvement qui date d'il y a plusieurs années. Il est très endetté, il a peu de marge de manœuvre. Oui. Est-ce qu'on peut finalement attendre une impulsion encore de l'État pour le redressement de la France? Alors, je crois qu'il y a des regards, j'allais dire, contradictoires sur l'État. Vous avez certains, comme quelqu'un comme Augustin Landier, par exemple, quand il parle des idées qui coulent la France, il dit on rêve d'un État stratège. L'État stratège, cette espèce de néocolbertisme, qui finalement débouche sur quoi? Sur du clientélisme, sur comment brancher des projets sur des gros tuyaux de subvention, et donc avec de la connivence, avec des liens politiques, etc. Donc l'État stratège apparaît comme une forme de détournement de fonds, d'une certaine manière, au profit de ceux qui sont les plus habiles pour les capter. En même temps, quand on regarde l'affaire Alstom-GE face à Siemens, et c'est René Passé qui le dit dans notre numéro, on voit bien que le rôle de l'État était très important pour justement faire des choix stratégiques, contribuer à faire ces choix stratégiques. Ce qui me frappe, moi, c'est que quand on parle souvent de l'Allemagne, mais
quand on voit en Allemagne, l'État n'est pas si présent que ça. Il est beaucoup moins interventionniste. Il crée les conditions du développement ou d'une prospérité. Mais il n'intervient pas à ce point où intervient l'État français. Alors vous avez également dans ce prochain numéro du 1 une contribution du prix Nobel, Joseph Stiglitz, qui n'est pas particulièrement tendre avec l'Allemagne. Oui. Alors on en vient à se demander, est-ce que ce redressement, il passe par l'Europe ou faut-il carrément jouer la carte de la mondialisation, voire même le contraire de tout cela, la démondialisation? Oui. La question est très ouverte. Très ouverte. Bon, je pense que la démondialisation, j'écarterais cette hypothèse dans la mesure où déjà le mot est lui-même négatif, c'est comme décroissance, c'est comme... Et puis surtout, vous savez, on dit quelquefois quand la réalité contredit le dogme, c'est que la réalité a tort. Non, à un moment donné, il y a une réalité, la mondialisation est là, et en plus, on la présente trop souvent comme étant un facteur de sous-développement, de perte de confiance, etc. Alors que la mondialisation a apporté, c'est évident, de la prospérité, de l'enrichissement, y compris dans les pays les plus pauvres. Donc je pense que la difficulté, c'est aujourd'hui de se dire, pour la France, elle est au sein d'une Europe qui a perdu un peu ses limites, ses frontières, qui a perdu son assise. Et donc on se dit, il y a probablement une Europe un peu moins large qui devrait être le noyau dur et qui devrait se poser des règles peut-être plus claires. Et en même temps, on voit bien que l'Europe, c'est le tête-à-tête avec l'Allemagne, et que si on veut sortir de ce tête-à-tête avec l'Allemagne, qui rêve de faire de beaucoup de pays européens des sous-traitants, eh bien, il faut nouer des accords hors Europe, avec les États-Unis, avec les Chinois. D'ailleurs, ça a été le cas de Peugeot avec Dongfeng, et ça a été le cas d'Alstom avec GE. Finalement, si redressement il y a, cela se traduira dans les statistiques. Est-ce que finalement, il ne faudrait pas délaisser un petit peu ce côté économisme, ce côté statistique, pour envisager d'autres formes de redressement ? Sûrement, je crois que c'est Galbraith, mais d'autres l'ont dit, on disait on ne tombe pas amoureux d'un taux de croissance. C'est vrai que dans le calcul du PIB, il y a même les accidents de la route, parce qu'on remplace des voitures, etc. Et puis il y a les dépenses de santé, alors plus c'est mal géré, plus c'est cher, et donc plus le PIB augmente. Enfin, comme aux États-Unis. Comme aux États-Unis. Donc il y a effectivement quelque chose d'un peu absurde. Et en effet, on est, nous, dans une culture du quantifiable, alors qu'il y a des notions de bien-être, de salaire moyen, des notions qui sont peut-être plus sensibles, plus subtiles, et que l'économie au sens large devrait pouvoir appréhender. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, le calcul du PIB est très fidèle pour dire qu'est-ce que c'est que la croissance de la production, mais il laisse vraiment à désirer sur les exportations de services, par exemple. Calculer ce que apporte, je ne sais pas, Publicis ou Alcatel, c'est compliqué. Et l'outil statistique n'est pas toujours à la hauteur de l'enjeu économique que ça représente. Comment redresser la France, c'est donc le thème du numéro 24 du prochain numéro 1, l'hebdo. Eric Fotorino, je vous donne 30 secondes pour faire un peu de name dropping et citer les contributeurs à ce numéro. Alors vous avez parlé de On en a cité quelques-uns. Donc il y a Michel Aglietta, donc grand professeur d'économie qui sera dans ce numéro. Vous avez Nicolas Colin, qui est un ancien inspecteur des finances qui parle de la France comme colonie numérique, le risque de devenir une colonie numérique. Nous avons aussi un texte de Laurent Fébis, président de Xerfi, et c'est un plaisir de le publier. Eh bien, Eric Fotorino, merci d'être venu présenter ce numéro sur Xerfi Canal. Merci. Avec plaisir.